Petit partage autour d'un livre que j'ai beaucoup aimé, celui de Fritz Zorn, Mars. Voilà, son unique livre. Fils d'une famille patricienne de Zurich, celui qui a écrit ce livre sous un pseudonyme fut ce qu'on appelle un enfant bien élevé. Dans la somptueuse villa au bord du lac régnait l'entente parfaite. Un certain ennui aussi, qui tient à la bienséance. Non sans humour, Zorn nous décrit les petits travers de ses parents. Humour, le mot est faible. Disons plutôt une noire ironie, celle du jeune homme qui, découvrant qu'il est atteint du cancer, pense aussitôt, naturellement. Je vais vous lire un petit extrait de son livre pour vous donner un avant-goût, vous donner peut-être l'envie aussi de l'acquérir, de le lire. C'est une sorte d'écriture extrêmement neutre, ciselée, qui va, j'ai envie de dire, droit au but, et qui, à mon sens, et de ce fait-là, est de nature à parler à pas mal de monde, pour qui, effectivement, traverse aussi parfois les affres de l'existence. Alors, le chapitre 1. Je suis jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée. C'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps, dont il est bien probable que je mourrai prochainement, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme, dont je ne puis dire qu'une chose, c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Je ne veux pas prétendre ainsi que le cancer soit une maladie qui vous apporte beaucoup de joie. Cependant, du fait que la joie n'est pas une des principales caractéristiques de ma vie, une comparaison attentive m'amène à conduire que, depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois, avant de tomber malade. Cela ne signifie cependant pas que je veuille qualifier ma situation de particulièrement agréable. Je veux dire simplement qu'entre un état particulièrement peu réjouissant et un état simplement peu réjouissant, le second est tout de même préférable au premier. Je me suis donc décidé à noter mes souvenirs dans ce récit. Autrement dit, il ne s'agira pas ici de mémoire au sens ordinaire, mais plutôt de l'histoire d'une névrose, ou du moins de certains de ses aspects. Ce n'est donc pas mon autobiographie que j'essaye d'écrire ici, mais seulement l'histoire et l'évolution d'un seul aspect de ma vie, même s'il en est jusqu'à présent l'aspect dominant, à savoir celui de ma maladie. Je voudrais essayer de me remémorer le plus de choses possible ayant trait à cette maladie, qui me paraissent typiques et importantes depuis mon enfance. Évidemment, le parcours de Zorn est un parcours, j'ai envie de dire, de déconditionnement, l'idée étant précisément d'enfin se connaître pour être soi, et derrière les apparences, évidemment, montrer finalement dans quelle famille il a vécu et la manière dont son éducation, j'ai envie de dire, lui a pourri la vie, puisqu'effectivement, il parle d'une éducation à mort. Et peut-être effectivement que la transition ici permet de montrer justement pourquoi finalement il y a eu cette mort qui lui a été inoculée très tôt par ses parents. Je pense que souvent, évidemment, cela vient de l'absence de désir propre possible. Et donc, évidemment, on se focalise, si je puis dire, sur le désir de l'autre et sa propre vie est soumise à autrui. Il dit notamment ceci un peu plus loin. Je doute d'avoir appris de mes parents le mot non. C'est peut-être bien à l'école qu'il est entré un jour dans mon vocabulaire. En effet, on ne l'employait pas chez nous, puisqu'il était superflu.
Le fait qu'on disait oui à tout n'était pas ressenti comme une nécessité gênante, voire une contrainte. C'était un besoin ancré dans la chair et dans le sang, éprouvé comme la chose la plus naturelle du monde. C'était l'expression de l'harmonie totale. Au fond, le seul fait de dire oui était une nécessité, même si elle n'était pas ressentie consciemment. En effet, combien cela n'eût-il pas été épouvantable si quelqu'un avait un jour dit non. Alors notre monde harmonieux eût été placé dans un contexte qu'il ne pouvait pas affronter et qu'il lui fallait à tout prix maintenir à l'extérieur. C'est pourquoi nous disions tout bonnement oui. Il est sans doute impossible de n'être conformiste. Aussi ne puis-je pas me définir comme le conformiste né. Mais je constate que je fus le conformiste parfaitement éduqué. Jusqu'à quel point pour nous, ou peut-être seulement jusqu'à quel point pour moi, ce nom éternellement inexprimé faisait figure de squelette dans un placard. Il m'est difficile de le mesurer aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce squelette a tout de même dû bouger à un moment quelconque, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Il a dû bouger sans doute avec beaucoup de prudence. De toute manière, mes parents n'aimaient pas penser au squelette, et n'auront probablement pas entendu ce à quoi ils ne pensaient pas. Mon propre goût était beaucoup plus macabre que celui de mes parents. Peut-être, quand j'étais petit garçon, l'ai-je entendu quelquefois, sans m'en rendre compte. Cela ne doit pas être sans rapport avec le fait que non seulement dire non était du domaine de l'impossible, mais qu'il nous était souvent aussi extrêmement difficile de dire quoi que ce soit. Quiconque disait quelque chose était plus ou moins obligé de se rappeler que les autres devaient et voulaient toujours répondre oui à ces paroles, de sorte que par délicatesse, nous évitions toutes les paroles que les autres conformistes auraient eu du mal à approuver avec naturel. Lorsqu'il s'agissait de prononcer un jugement sur la façon dont on avait apprécié quelque chose, par exemple un livre, il fallait, comme aux cartes, envisager les réactions possibles des autres avant de jouer la sienne, afin de ne pas risquer de dire quelque chose qui ne fût pas assuré de l'approbation générale. Voilà un petit extrait. On voit bien à quel point Zorn est entravé du fait même évidemment d'avoir grandi dans une famille où la liberté, on va dire, de conscience, de pensée, le désir en tant que tel, et qui était quelque chose finalement d'impossible à assouvir. Voilà pour ce petit livre Mars. Euh, J'espère que il vous donnera l'envie d'aller plus loin, de l'acquérir et pourquoi pas, si vous le souhaitez, du coup, de laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Merci et à bientôt.